C'est Christophe Lacnit que je vous demande également d'applaudir, directeur de la communication groupe de la DCNS. Mais surtout, sachez que Christophe est blogueur, donc je vous invite à découvrir aussi son blog Superception, avec un article quasiment tous les jours. On se demande s'il n'est pas un peu aidé. Ouais, alors, bonjour. Le truc le plus important que vous allez apprendre dans cette présentation, c'est qu'à dire comme ça abîme. Voilà, donc je suis censé vous parler de mutation digitale. Mon ambition, moi, c'est de subir une mutation vertébrale. Alors, ceci étant dit, je m'installe, vous m'excusez. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un sujet, j'ai une seule tendance en fait que je vais essayer d'approfondir avec vous rapidement, qui est l'ultra-personnalisation. On est tous uniques, on a le sentiment d'être unique et on est vraiment unique, et on attend donc d'être traité comme un être unique par les marques avec lesquelles on interagit. Dans le passé, quand on achetait une voiture il y a quelques années et qu'on pouvait changer une ou deux options, mettre une couleur un peu sympa comme celle-ci qui n'est pas ma voiture, je tiens à le signaler, on avait l'impression d'avoir un produit personnalisé. Les nouvelles technologies ont fait que la personnalisation aujourd'hui va beaucoup plus loin. Donc il y a deux révolutions de l'ultra-personnalisation à mon sens qui sont en train de s'opérer. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va arriver pleinement en 2014, mais je pense que 2014 va en donner le coup d'envoi. Alors la première, elle est en cours, elle est déjà pas mal advenue, c'est l'expression. L'expression personnelle, l'ultra-personnalisation de l'expression, elle se fait à travers à la fois la production et la diffusion de contenu, et aussi à travers le e-commerce. Et le premier vecteur de cette ultra-personnalisation de l'expression, évidemment, vous l'avez tous dans les mains, ou la plupart d'entre vous, c'est votre smartphone. Le smartphone, vous l'utilisez de plus en plus, vous voyez à droite, enfin vous voyez peut-être mal, que c'est le seul média aujourd'hui dont la consommation augmente. Et pourquoi le smartphone est si important dans l'ultra-personnalisation de notre expression? Tout simplement parce que le smartphone est l'accessoire aujourd'hui le plus intime que l'on a. Alors deux points pour illustrer ça. Premier point, les enquêtes montrent que les gens aujourd'hui préfèrent perdre leur portefeuille que perdre leur smartphone. Et deuxième point, vous utilisez à peu près, ou vous ouvrez, enfin on l'ouvre plus d'ailleurs, vous allumez votre smartphone, en général vous consultez votre smartphone 150 fois par jour. C'est un chiffre qui a été encore confirmé à la conférence DLD de Munich là hier. Voilà, donc le smartphone est devenu votre compagnon de chaque instant, et le smartphone vous permet... Suspense. Le smartphone vous permet en gros d'avoir une imprimerie telle que celle inventée par Gutenberg dans votre poche. Donc il vous donne cette capacité d'avoir une expression avec une ubiquité, une miniaturisation et donc une facilité d'utilisation sans limite. Alors, après le smartphone, on a aujourd'hui des nouveaux outils d'expression personnelle. Là j'ai mis un exemple de GoPro, mais évidemment il y en a d'autres qui se créent petit à petit. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, sur le volume de data qui est créé dans le monde, 68% des data créés dans le monde proviennent des consommateurs et 32% des entreprises. Alors on peut se dire qu'avec peut-être l'avènement de l'Internet industriel qui va être la prochaine révolution, ça risque de bouger, mais l'état des lieux aujourd'hui est celui-ci. Et il y a un outil, ou en tout cas une tendance qui va évidemment faire encore probablement augmenter le chiffre en rouge, c'est la tendance des objets connectés. Alors vous avez ici l'objet connecté le plus célèbre dont Minter a parlé tout à l'heure. Incidemment, c'est l'objet aujourd'hui connecté le plus célèbre. Je ne suis pas sûr que ce soit à terme le plus populaire. Et on sait en communication qu'être célèbre et être populaire n'est pas la même chose. Donc cet objet, évidemment, permet aux gens encore de s'exprimer de manière personnelle de plus en plus fort. Et tous les objets connectés que vous voyez aujourd'hui apparaître progressivement dans les médias vont également permettre de le faire. La deuxième révolution de l'ultra-personnalisation, et c'est celle dans laquelle on rentre aujourd'hui, et c'est évidemment la plus importante, après celle de l'expression, c'est celle de la relation. Alors je vais passer en revue rapidement 3 révolutions de la relation, et puis un domaine qui finalement reste un peu sur le bord de la route. Alors pourquoi d'abord on se soucie d'ultra-personnaliser la relation? Tout simplement parce qu'on est dans un domaine et dans un environnement frappé de surinformation. Et on n'est pas tous comme le petit lapin là qui a l'air très content d'être surinformé de tas de carottes. La surinformation aujourd'hui est vécue et il en est rendu compte comme étant une des plus grandes contraintes de l'univers numérique. Donc
Cette surinformation amène évidemment les marques à chercher la meilleure manière pour se distinguer des autres et atteindre directement leur cible et leur audience dans un domaine où leurs audiences sont noyées sous le monceau d'informations qu'ils reçoivent. Sachez que, pour donner juste un chiffre, qu'entre 2009 et 2025, selon IDC, le volume de data va multiplier par 44. Alors, je vous donne donc trois exemples de personnalisation de la relation. La première, c'est la relation client. Là, vous avez la marque REI, qui est une marque américaine de magasins d'outdoor, qui a fait une opération l'année dernière sur Twitter qui s'appelait GiftPix, qui était en fait une opération dans laquelle les vendeurs de REI répondaient par des petites vidéos personnalisées à chaque demande de leurs clients, des clients de la marque, sur qu'est-ce que je vais offrir pour Noël à ma grand-mère, qu'est-ce que je vais offrir à Noël à mon chat, mon chien, ma tante, mon épouse, etc. Je ne vais pas vous la faire toute. Et donc les vendeurs de REI tournaient des petits formats vidéo personnalisés, les postaient sur Twitter en réponse à la demande des clients. Alors évidemment, la question que ça pose, encore plus pour moi dans le cas d'Indircom, c'est évidemment c'est l'échelle que génère une telle pratique en termes de community management. Parce que si on individualise à fond le community management, on va finir par avoir plus d'employés au community management que dans l'ensemble de l'entreprise. Alors évidemment, pour le dire comme c'est peut-être le rêve, mais c'est une tendance en tout cas qui est intéressante et qu'il faudra surveiller, l'ultra-personnalisation de la relation client. Au-delà de l'exemple de REI, je peux aussi vous citer des exemples d'entreprises qui construisent leur business model autour de l'ultra-personnalisation de la relation client. Là, vous connaissez peut-être l'entreprise Square, qui a été créée par un des créateurs de Twitter. Et l'objectif de Square, c'est de faire que le reçu de carte bleue devienne un outil d'expérience émotionnelle entre le vendeur et les clients. Autre exemple que vous connaissez aussi probablement, Airbnb et Uber, qui exploitent la capacité de traitement des données et d'accessibilité individuelle à ces données pour là aussi ultra personnaliser la relation qu'elles ont avec leurs clients. Et puis évidemment, il y a de temps en temps des inquiétudes. Minter aussi en a parlé sur le privacy. Vous avez vu quelques jours que Google a acquis Nest, qui est une entreprise américaine qui fait notamment des thermostats intelligents et qui pose la question de l'accès de Google à nos données, aux données de nos maisons, après l'accès de Google aux données de nos ordinateurs, de nos tablettes et de nos smartphones. Deuxième personnalisation de la relation, c'est la publicité. La publicité avec notamment le grand phénomène que vous devez tous connaître aujourd'hui, qui est la pub programmatique, qui permet un ciblage extraordinairement fin et en temps réel grâce au système d'enchères de la manière dont on fait de la pub. Donc ça, c'est le truc c'est un peu la tarte à la crème du moment. Il y a une deuxième tendance aussi que je voulais partager avec vous, qu'est-ce qu'on appelle le phénomène des beacons. Le phénomène des beacons, vous avez notamment là à l'image une technologie développée par Apple qui s'appelle iBeacon. PayPal, pour info, développe une technologie comparable qui s'appelle Beacon. Et le Beacon n'est pas le morceau du cochon qu'on connaît tous, c'est plus le rayonnement des ondes. Et ces technologies font appel aux antennes Bluetooth LI, donc Low Energy. Qu'est-ce que permet iBeacon? Ça permet, quand vous rentrez par exemple dans un magasin, imaginons que vous alliez demain à la Fnac et que vous ayez votre smartphone qui soit connecté sur iBeacon. Vous allez aller, mettons, acheter un appareil photo à la Fnac, vous allez avoir d'un côté un appareil photo Nokia, un téléphone Nokia on va dire, et de l'autre côté un téléphone Apple. Si vous êtes connecté sur iBeacon et que Apple fait bien son job de marketing, quand vous allez arriver dans le magasin Fnac, vous allez recevoir sur votre téléphone des informations adaptées à votre recherche de votre téléphone Apple. Et vous n'aurez pas, si Nokia n'a pas fait son job, la même chose pour Nokia. Et donc évidemment, les marques qui vont développer de telles techniques publicitaires ou en tout cas promotionnelles auprès des clients vont a priori avoir un moyen de les influencer quand elles s'apprêtent à faire leur acte d'achat. Troisième ultra-personnalisation, l'ultra-personnalisation du journalisme. Donc là, vous avez une photo qui a été tweetée en juillet 2013, quand il y a un avion de Hassan Airlines, une compagnie asiatique, qui a un petit peu raté son atterrissage à l'aéroport de San Francisco. Et un passager du vol a tweeté la photo quelques secondes après être descendu de l'avion. Ça, c'est pas encore le plus étonnant, c'est un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques années. On a fêté, là, il y a 3-4 jours, le
l'anniversaire de l'atterrissage d'un autre avion sur l'Hudson River à New York, qui a donné lieu au même type de phénomène. Le plus étonnant, c'est le tweet que vous avez en bas à droite de la slide, qui est en fait un tweet d'un auteur britannique qui était en vol aux États-Unis et dont l'avion n'atterrissait pas, faisait des ronds en l'air, avec zéro explication de l'équipage de l'avion. Et comme aux États-Unis maintenant, dans les avions, on peut avoir accès au Wi-Fi dans l'avion, notre auteur britannique a pu voir sur Twitter qu'il y avait l'avion d'Assan Airlines qui s'était planté à San Francisco, et donc il explique dans son tweet « Bon ben voilà, je sais pourquoi j'atterris pas, merci Twitter ». Donc on voit sur cet exemple qu'on a à la fois la personnalisation de la source du journalisme, le type qui tweet sa photo, l'employé de Samsung en l'occurrence, et on a aussi l'ultra-personnalisation du public du journalisme, quelqu'un qui reçoit une information qui est tellement personnalisée qu'elle lui permet de comprendre ce que l'équipage d'un vol ne lui explique pas. Alors, par contre, je vous le disais tout à l'heure, il y a un domaine qui reste aujourd'hui sur le bord de la route en termes de personnalisation, c'est la presse. Vous avez là un exemple que j'ai pris des annonces de chiffres du chômage il y a quelques temps aux États-Unis, qui vous montre en fait que la presse aujourd'hui est ultra personnalisée par groupe idéologique. Donc vous avez annonce des chiffres du chômage, même statistique. Vous avez le Washington Post qui annonce que ces chiffres donnent de l'espoir, et de l'autre côté le Wall Street Journal qui annonce que les chiffres sont finalement très inquiétants. Et c'est aujourd'hui quasiment le maximum de ce qu'on a en termes de personnalisation, une idéologie versus une autre idéologie. Et il est très regrettable qu'on n'arrive pas à avoir, quand on est tous abonnés sur le web à des sites internet de journaux, qu'on n'ait pas une première page du site web, qui est la page en gros générique, et puis une autre proposition de une du site web du journal qui soit adaptée à notre localisation, au centre d'intérêt dont on a fait montre dans nos clics précédents, etc. On est aujourd'hui limité en ultra-personnalisation de la presse aux emails avec les recommandations de 10 articles que la presse nous envoie, qui est extrêmement pauvre dans le domaine pour l'extrême majorité du secteur. Alors, les conclusions que je peux tirer de cette affaire, pour le dire comme, avant d'arriver à ma conclusion générale, je sais que je suis le boulet qui vous sépare du cocktail, donc j'essaye d'avancer. 3 mutations pour le dire comme. Première mutation, ce que j'appelle la divergence. Le rêve du DIRCOM, il y a encore 5 ans, c'était d'avoir une cohérence parfaite des messages qui communiquaient à tous les publics cibles de son entreprise. C'était le rêve. Aujourd'hui, c'est devenu une impossibilité, étant donné qu'à travers les ultra-personnalisations qu'on a vues, celle de l'expression et puis progressivement celle de la relation, le public cible de la marque gagne de plus en plus de pouvoir. Donc le DIRCOM aujourd'hui, au lieu de rechercher en permanence la cohérence, il doit apprendre à gérer la divergence. Étant donné qu'il ne va jamais être le seul à s'exprimer sur sa marque, tout le monde aujourd'hui s'exprime sur sa marque. Il y a un site qui est très intéressant, dont je vous recommande la visite pour avoir un exemple parfait de ce point. C'est le site de Coca-Cola. Pas le site commercial de Coca-Cola, mais le site de Coca-Cola Company qui s'appelle Journey, qui est un site complètement construit autour de contenus et qui accepte en son sein des contenus contraires aux messages portés par la marque. Donc Coca-Cola, au lieu d'essayer de lutter pour avoir cette cohérence aujourd'hui qui est plutôt chimérique, intègre la divergence dans son marketing et dans sa communication et évidemment du coup gagne en crédibilité. Aujourd'hui, quand vous êtes une marque et que vous cherchez à construire cette cohérence, vous allez à l'envers du bon sens de vos publics. Donc vous êtes de moins en moins crédible. Deuxième élément de mutation, on sait que, en tout cas pareil, c'était l'habitude avant, on construit une marque plutôt sur une niche et on fait beaucoup de profits en allant sur un marché de masse. Les plus grandes marques ont commencé en construisant des communautés. À l'époque, on ne parlait pas de fans, mais des communautés loyales sur des niches. Aujourd'hui, avec l'ultra-personnalisation que j'évoquais jusqu'à présent, la taille de la niche nécessaire pour construire une marque devient de plus en plus petite, parce qu'on peut atteindre la communauté qui peut être éventuellement intéressante pour la marque de plus en plus facilement. Donc les DIRCOM vont devoir de plus en plus se méfier d'émergence de marques qui n'auraient pas pu émerger encore il y a quelques années. Et puis troisième mutation, vous connaissez probablement la différence entre le marketing de l'interruption et le marketing de la permission. Marketing de l'interruption, c'est en gros le spot de pub télé qui interrompt votre expérience du programme que vous regardez. Et marketing de la permission, c'est en gros le fait de liker une page de marque sur Facebook
et de donner la permission à cette marque de vous envoyer des informations sur votre mur. Aujourd'hui, le petit switch qu'on a avec l'ultra-personnalisation que j'évoque, c'est qu'on peut avoir une forme de revanche du marketing de l'interruption, qui devient has-been, que j'appelle moi le marketing de la contrainte, versus le marketing de la confiance, le marketing de la permission. Parce que l'ultra-personnalisation, notamment en termes de ciblage, va permettre aux marques de donner une forme de contrainte, mais à des publics cibles dont ils savent qu'ils sont a priori intéressés par leur contenu. Alors, pour conclure, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien globalement l'ultra-personnalisation, sachant que j'ai surtout mentionné des éléments favorables, en tout cas pour les marques. Alors, il y a un élément qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que l'ultra-personnalisation accentue, renforce ce qu'on appelle le phénomène des bulles de filtre. Le phénomène des bulles de filtre, en gros, c'est le fait que quand vous êtes sur le web, aujourd'hui, la plupart des sites web, à commencer par Google et les réseaux sociaux, vous offrent des contenus dont ils savent qu'ils vont vous plaire. Google, quand vous cherchez quelque chose sur Google, Google oriente ses résultats en fonction de ce que vous avez cherché avant. Le mur de Facebook que vous avez est orienté aussi en fonction de la manière dont vous êtes comporté sur le réseau social avant, etc., etc. C'est évidemment une manière pour tous ces sites de s'assurer de votre loyauté en switchant, en manipulant un peu la relation avec vous de manière à avoir des choses qui vous plaisent tout le temps. Un petit conseil gratuit, si vous voulez avoir un moteur de recherche qui ne fait pas ça, vous allez sur DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui est complètement neutre par rapport à votre comportement. L'ultra-personnalisation, évidemment, nous enfonce encore plus dans cette bulle de filtre, étant donné que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, elle va encore accentuer, en gros, le faillotage des marques à l'égard de leur public cible, et donc, éventuellement, le resserrement des publics cibles dans leur bulle. Donc j'ai deux scénarios à vous proposer pour conclure. Le premier, c'est celui de l'isolement. Je vous présente la baleine la plus solitaire du monde. Pourquoi elle est solitaire, cette baleine? Parce qu'elle émet des sons à 52 Hz. Et toutes les baleines du monde émettent des sons entre 15 et 25 Hz. Donc c'est le moment un peu dramatique de ma présentation, je suis désolé pour les êtres sensibles, mais cette baleine, en fait, elle fait le tour du monde depuis des décennies, en émettant des sons à 52 Hz et en essayant de trouver quelqu'un qui lui réponde et avec laquelle elle puisse avoir une vie sociale. Si ça vous intéresse, je vous donnerai son email. Et donc, le problème qu'on a avec l'ultra-personnalisation, c'est d'arriver à une forme d'isolement où finalement on voit que ce qu'on aime, on communique qu'avec ce qu'on aime et on échange qu'avec des personnes avec lesquelles on se sent en adéquation. Et donc d'arriver, si je vais au bout du raisonnement, au même drame que cette pauvre baleine. Le deuxième scénario, c'était hier le MLK Day aux États-Unis, l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Donc je me suis dit que pour conclure, ce serait bien de faire référence à King. Et King parlait souvent des liens inévitables entre les hommes et entre le destin des hommes. Et voilà, pour conclure, je me dis, étymologiquement, communiquer, ça veut dire mettre en commun, partager, communicare. Et donc, au-delà de l'ultra-personnalisation, mon invitation et mon modeste appel, c'est qu'on fasse tous attention à continuer à mettre en commun des choses avec des personnes qui sont un peu différentes, et ainsi à assurer ce destin commun à travers les liens inévitables qu'on a. Voilà. Alors, merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la conclusion de cette édition? Non, vous êtes vraiment pressé d'en finir. Alors, je vais conclure très rapidement, je vous rassure. Il y a 2 slides. Promis, après, on vous laisse tranquille. Oh, tu peux rester, je serai en bonne compagnie. Alors, comme vous le savez, vous allez bien entendu pouvoir avoir la possibilité de retrouver l'intégralité des contenus. Il y a certains d'entre vous qui nous ont déjà posé les questions. Donc, ceux qui sont ici, qui souhaiteraient reprendre les différentes présentations, elles seront en ligne sur nos différents supports d'ici, on va dire, la fin de semaine, début de semaine prochaine, sans faire de fausses promesses, bien sûr. Il y aura également la possibilité de retrouver la vidéo pour ceux qui souhaiteraient revoir des passages en particulier. Je rappelle toutefois qu'il va y avoir un petit buffet, donc comme vous le savez, au même endroit où vous avez pu profiter du cocktail d'introduction.
Et pour ceux qui ont acheté le livre, ça sera également au niveau du cocktail. Donc vous avez Anthony, Adrien et moi-même à retrouver pour pouvoir disposer de vos ouvrages. Je vous laisse tranquille. Comme promis, je vous laisse profiter du cocktail à l'extérieur.